Alan a perdu la vue à la suite d'un accident de voiture. Il a fait de ce drame sa plus grande force. Salut Alan, comment vas-tu ? Salut Chloé, ça va et toi? Écoute, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie que tu puisses partager ton histoire à mon micro. De rien, c'est avec plaisir. Et puis, petite retrouvaille d'Ardèche. C'est ça, c'est pour un peu de contexte, on s'est rencontrés il y a 10 ans. Mm. Ça passe beaucoup trop vite. On était en Ardèche, on était très jeunes, en vacances, et on avait passé les vacances ensemble, des bonnes vacances. Et je suis ravie de te retrouver 10 ans après. Carrément. Et puis c'est cool parce que tu m'as connu avec et sans la vue. Voilà. Donc je suis ravie que tu puisses partager ton parcours et que je puisse aussi en savoir plus sur tout ce qui s'est passé depuis. Avec grand plaisir. Je commence toujours le podcast de la même manière. Je pose la question de dans quel environnement tu as grandi et ce que tu fais aujourd'hui. Alors j'ai grandi, moi j'ai dans une famille tout à fait normale, hein, banale, hein. J'ai mes parents, puis j'ai deux frères. Je suis le petit dernier d'une fratrie, donc j'ai été bien guidé, bien conseillé. Je m'amusais beaucoup avec mes frangins. Et puis j'ai vraiment grandi dans une enfance baignée d'amour, tu vois. On était vraiment très soudés, donc de ce côté-là, c'est incroyable, quoi, tout simplement. C'est la famille classique rêvée où tu évolues bien, quoi. Exactement, j'ai cette chance-là que tout le monde n'a pas, mais C'est sûr. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? aujourd'hui, j'ai moi-même ma propre famille. J'ai ma petite femme et puis j'ai eu un petit bébé en 2022 qui a 1 an et demi, donc Félicitations. merci. Beaucoup d'étapes parcourues, mais voilà quoi. Et Cette fois, c'est mon tour de prendre le relais. c'est ça. Et au niveau professionnel, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Rapidement, on reviendra dessus après, mais pour... Ok, et alors du coup maintenant je fais plusieurs activités, mais on va dire que j'ai quand même gardé une de mes activités que j'ai commencé depuis l'adolescence en tant que danseur. Je continue toujours, sauf que maintenant on va dire que je suis plutôt dans la transmission. Ouais, on peut dire comme ça. Je suis dans la transmission et puis j'aide les gens à les accompagner à leurs objectifs et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, magnifique. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce parcours. Quand est-ce que tu as commencé la danse ? Tout petit ? Alors, j'ai eu plusieurs étapes. Ma mère, à 3 ans, m'inscrire à des cours de rock sauté. J'ai Ah dû oui. en faire 1 ou 2 ans, mais après, voilà, c'était c'était ma mère qui avait choisi, justement, de me mettre là-dedans. Donc, après, on en revient quand j'ai 16 ans. Donc, il y a quand même, peut-être 14 ans ou 13 ans d'attente, sans danse. Et c'est à l'âge de 16 ans que j'ai commencé, justement, le hip-hop. Et là, justement, ça me suit encore jusqu'à maintenant. On va dire que c'était un déclic et puis un petit flash que j'ai eu, que ça m'a plu tout de suite et c'est incroyable comme c'est révélateur parce que déjà, dès les premiers cours, je me suis dit: «Ouais, j'ai envie de vivre de ça, quoi». Ah oui, parce que j'allais te demander, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Mmh. Quand j'étais enfant, j'ai toujours eu je suis un fanatique de cinéma, de scène, d'artistique et du coup, je me suis tout de suite, tu vois, même à l'adolescence, je me suis accroché tout de suite à ça et puis, même maintenant encore à mon âge, tu vois, je continue, Ouais, donc tu as toujours été passionné par ce côté artistique. exactement. Et quand tu découvres la danse, tu te dis que tu vas en faire ton métier ou pas du tout ? Sur les premiers cours, ça a été tout de suite, un plaisir. Je faisais même des cauchemars que je loupais un cours pour te dire tellement Ah à oui. quel point j'aimais ça et tout de suite, ouais, ça a été, une petite flamme qui s'est déclenchée et j'ai très voulu vite, prendre mon indépendance là-dedans et travailler là-dedans. Et est-ce que du coup, tu as décidé de faire des études ou tu t'es consacré à la danse ? Alors quand même, pour moi, les études restaient quand même primordiales, surtout pour mes parents. Ouais. Parce que quand je leur ai annoncé que je voulais vivre de ça, mes parents étaient un petit peu réticents au début. Ah, c'est Parce que normal. c'était pas encore assez développé, connu comme maintenant. Du coup, je suis allé jusqu'en bac. J'ai fait mes études normalement. Puis après, je suis allé en bac. J'ai obtenu mon diplôme. Et puis derrière, justement, en parallèle de mes études, je commençais à développer, à donner des cours dans la région, à Lyon. Ok, donc des cours de danse, t'as tout... C'est ça. Ah oui, donc en fait, tout de suite, t'es devenu prof. Je suis devenu prof à l'âge de 18-19 ans. Ouais, c'est tout de suite après, parce que t'as commencé 2 ans avant, en soi. C'est ça. Alors que je partais de 0 à 16 ans, quoi. Oui. Et Ah t'as oui. tout de suite eu un bon niveau ?
je me suis tellement poussé et donné à fond pendant 2-3 ans que j'ai vite atteint un petit niveau. Oui. Parce que tu peux pas forcément en 2-3 ans exploser, comme ça, mais j'avais un petit niveau et j'étais capable justement d'avoir la pédagogie pour assurer les cours donc c'est comme ça que je me suis développé, quoi. Et après donc tu passes ton bac et tu consacres ta vie à la danse. Comment ça se passe? J'ai pas intégré tout de suite pleinement, la danse, enfin donner des cours, quotidiennement parce que déjà il fallait démarcher pour trouver des nouveaux cours. Ça me ramenait pas un salaire suffisant au début. Mmh. Donc ce que j'ai fait, c'est que le matin, je travaillais dans des boîtes d'intérim Ah oui. et le soir, je commençais à donner mes premiers cours et je me suis développé comme ça pendant 1 an. Je travaillais le matin et puis l'après-midi, je cherchais et je donnais des cours. Et à ce moment-là, tu étais en indépendant ou tu faisais partie, d'une troupe ou je sais pas comment on peut appeler Alors, ça? un peu des 2. J'étais sur mes cours, j'étais indépendant, mais je commençais justement à créer une petite team, où voilà, c'était mes potes, mes profs et tout. Nous, c'est vraiment, comment dire, générationnel. Tu vois, Mmh. par exemple, mon groupe d'amis, c'est mes profs de hip-hop. Il y en a qui sont au-dessous de moi aussi, à qui j'ai donné des cours. On est vraiment une petite famille, maintenant qui commence à devenir pas mal grande, mais voilà, c'est générationnel, tu vois. Ça peut aller de 45 à 15 ans, tu vois. Oui, en fait, c'est vraiment la famille, C'est ça. famille. À OK. travers ça, en fait, on s'est vraiment constitué une petite famille, quoi. Et comment est-ce que tu as évolué? Quelles sont les grandes étapes, depuis, ces années, ces débuts? Alors sur le début, voilà, comme je te disais, bah, je travaillais en même temps, le matin, l'après-midi, je donnais des cours, puis, je gardais aussi une part de l'après-midi pour m'entraîner personnellement sur moi. Oui, Donc c'était des journées quotidiennes, assez, fatigantes, mais, ça m'a beaucoup instruit et ça m'a permis aussi de découvrir une détermination, une volonté, mmh, tu m'étonnes. que je connaissais pas que je connaissais pas, je pense que je le suis toujours comme ça en fait, c'est dans mon caractère, mais ça me l'a renforcé plutôt. Oui. Et du coup, bah, les premières années, j'ai donné des cours, puis j'ai commencé justement un peu à voyager, à faire des compétitions et puis ce qui a été, le déclencheur aussi pour moi, c'est qu'on a commencé avec mes amis à faire des spectacles de rue, C'est comme ça qu'on s'est connus de d'ailleurs. partout exactement. Et quand on va faire des spectacles dans la rue, Ouais, c'est pas comme sur une scène. Il faut trouver le moyen d'attirer les gens, de les garder et à la fin, on se faisait payer au chapeau. Donc si ton spectacle était pas accrocheur, les gens partaient tout de suite, en fait. oui, Donc je trouve que c'était la meilleure formation, pour, voir directement au grand public comment, ton spectacle réagit, comment toi aussi tu interagis avec, les personnes. c'est vrai. Et toi, tu as tout de suite été à l'aise? Ça m'a pris un petit peu de temps. Ouais, parce que moi, je trouve ça très impressionnant. C'est du rodage en fait, un spectacle, au début, tu jongles un peu, voilà, les 2-3 premiers spectacles, tu jongles un peu, puis plus t'en fais, plus tu prends de l'assurance et après ça devient une petite routine et tu prends vraiment plaisir. Donc c'est pas tout de suite que j'ai été à l'aise, mais on va dire que ça m'a sorti de ma zone de confort, ce qui est très important. Ça, c'est sûr. En sortant de ma zone de confort, bah, je me révélais aussi, sur mon caractère, comment j'étais, sur ce que j'étais capable d'enlever pas de points négatifs, mais des petites choses que j'aimais pas forcément chez moi. Tu vois, avant, j'étais un gamin très introverti et très timide. Ah, Et dès que ouais. j'ai commencé la danse, bah, ça m'a vraiment développé tout ce côté-là. Oui, tu avais plus le choix de t'ouvrir aux autres, C'est ça. montrer ta personnalité. Et ça m'a complètement transformé. Ouais, donc tu dirais que c'est vraiment la danse qui a été, l'élément déclencheur de toute ta vie? Oui, je pense Ouais, que c'est une grosse partie, en tout cas. OK. Et donc après, qu'est-ce que tu décides de faire? Donc tu fais ces spectacles avec tes amis et tu vis de la danse à ce moment-là? Après, oui, quelques années après, je commence à bien vivre de la danse. Et là, professionnellement parlant, disons que je voulais essayer de sauter un step. Du coup, j'ai commencé à démarcher pour essayer de tourner dans de la publicité, faire des grosses compétitions, Ah comme, oui. le HHI, c'est le Hip Hop International. C'est des compétitions référencées, en fait, d'un autre milieu où là, je voulais vraiment passer ce step-là, essayer d'avoir un niveau, national, voire mondial. Et tu as pu le faire? Alors j'ai fait quelques compétitions, même pas mal maintenant. Mmh. Et puis, bah, comme au début, hein, franchement, je pense que je me suis pris bien plus de tartes que de réussite, mais à Ouais. chaque fois que je réussissais, c'était, une explosion de bonheur, donc Ouais, c'était la reconnaissance de tout le c'est ça. travail,
peut-être que j'avais 9 échecs sur 10, mais la 10e fois, dès que j'avais un succès, là, ouais, c'est les 9 échecs s'effaçaient d'un coup Et à ce moment-là, ça montre quand même que tu as déjà un tempérament de battant. Parce que tu dis, tu as 9 échecs sur 10, mais toi, tu continues quand même. c'est ça. Ouais, Après, je pense voilà, c'est très rare les personnes qui ont des succès tout bien de sûr. suite, d'un coup, qui explosent. Moi, je suis plutôt dans la force tranquille où justement, je fais que me gameler, puis après, à un moment donné, eh ben, ça marche. Ça finit par marcher. C'est ça. Et à ce moment-là, tu es en solo ou tu fais partie d'un groupe Les quand tu... deux. Ok. Tout ce qui est publicité, tout ça, là, je suis en solo parce que je suis été amené à bouger au Maroc, à bouger dans Ah plusieurs oui, pays, voilà, pour faire de la publicité. où tu dansais. C'est ça, où je dansais en groupe, en communauté, soit dans des compétitions. Là, j'étais dans des écoles de danse aussi pour continuer à me former parce que je voulais pas rester Hmm. sur quelque chose. J'avais besoin continuellement de me former. Et puis à côté, bah, je dansais avec mes potes sur le spectacle de rue, mais aussi on commençait à démarcher des scènes, des radios, tout ça pour danser, quoi. Ouais, donc t'étais, au niveau danse, t'étais sur tous les fronts, tu voulais vraiment C'est ça. vivre de ça à 200%. Au début, c'était que la danse et puis petit à petit, vu que j'avais déjà cet esprit un petit peu quand j'étais petit, j'adorais le cinéma, de vouloir essayer de mettre un pied Hmm. là-dedans. Parce que du coup, maintenant, tu vois, j'ai un groupe qui est pluridisciplinaire. Oui. J'ai une personne, par exemple, qui a intégré le Cirque du Soleil dans la grosse Ah performance. oui. J'ai une autre personne qui, lui, est parti complètement aussi dans l'acting, qui a tourné avec Mimi Mati, a fait Plus belle la vie, a Ouais. commencé à rentrer dans des séries. Une autre personne qui est beaucoup dans tout ce qui est prix circassien, pareil, qui fait pas mal de bâtons et aussi qui donne beaucoup de cours de danse. Donc, tu vois, on a vraiment. Et toi, t'as pu un peu intégrer ce milieu? Alors moi, dans le cinéma, pas trop encore. Un peu avec la publicité, sinon j'avais fait une figuration de film pour voir à peu près les décors, comment ça se passait. Hmm. Mais j'ai pas complètement intégré ce milieu du cinéma qui est l'un de mes projets par ailleurs. Et alors, quel est l'élément qui a un peu tout changé dans ce parcours que tu cites jusqu'à maintenant? Bah, déjà toute ma formation et puis jusqu'à arriver en 2019 où là j'ai subi un accident de voiture. C'est ce qui déclenchera tout mon parcours après par la suite parce que à cette année-là, il faut savoir que bah, j'ai perdu la vue dans mon accident de voiture. J'ai fait une semaine de coma et puis en me sortant du coma et en me rééduquant à l'hôpital, j'ai une remise en question complète. Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je continue? Qu'est-ce qui est possible de faire sans la vue? Et Et comment tu réagis quand on te dit que t'as perdu la vue? au début, ce qui va être bizarre et étrange à dire, c'est que t'as pas de j'ai crié, tu vois, comme Hmm. un réflexe de cri, mais j'avais aucun sentiment, j'avais pas d'émotion, j'avais rien du tout. Comme si j'étais une coquille vide. Ouais, Et quand j'en parlais justement à beaucoup de médecins, en fait, ils me disent que c'est une tranche de déni complet ok. et que vu que j'étais dans un état de survie, puisque j'étais à 2 doigts de la mort quand même, Oui. c'était vraiment place à la survie. Parce qu'au début, je pouvais pas parler non plus. J'ai une trachéotomie. Heu, j'ai perdu la vue, donc quand tout ça se mélange, ouais, je sais pas comment expliquer, mais il y a pas de sentiment, pas d'émotion, juste un instinct de survie, quoi. Ouais, à ce moment-là, c'est juste vivre, tout Mmh. simplement, quoi. Et j'ai mis quand même un petit peu de temps à comprendre ce qui s'était passé parce que c'est pas je me suis réveillé: «Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé?» J'avais l'impression de me réveiller d'une sieste, quoi. Ah ouais. Et combien de temps t'as mis à réaliser ce qui s'était passé? Un petit peu de temps quand même, peut-être au bout de 3 semaines, 2-3 semaines. Ouais. Et à ce moment-là, t'étais très entouré, j'imagine? J'ai cette chance-là, d'avoir été énormément entouré par mes élèves, par mes amis, par ma famille, qui sont vraiment créé une communauté et qui m'ont soutenu du début jusqu'à la fin. Tu vois, à l'hôpital, je recevais des petits messages de mes élèves, mes parents étaient tout le temps omniprésents, mes Ouais. frères pareil, mes amis pareil, mes cousins, mes cousines, toute ma famille, très, très soudée et bah, quand on est du coup au fond du trou, quand on a cet accompagnement-là et j'ai cette chance-là que tout le monde n'a pas, mais
Ouais. Ça te pousse de l'avant. C'est comme si tu avais mis une main derrière ton dos qui te pousse et qui t'éjecte en avant, quoi. Oui, t'es tellement soutenu que tu te dis, bon, je le fais pour moi, mais je suis pas seule, quoi. C'est ça. Au moment où tu réalises, t'as tout de suite cet état d'esprit de je vais me battre, je vais vivre le plus normalement possible, ou tu passes par différentes phases. Je suis passé par différentes phases parce que déjà la vue, je l'ai appris peut-être au bout de 2 semaines. Quand Hmm. je me suis réveillé du coma, on m'a pas dit que j'avais perdu la vue tout de suite parce qu'en fait, j'avais du sang dans les yeux et devais attendre que mes hématomes dans les yeux se résorbent pour voir mes nerfs optiques derrière s'ils étaient touchés ou pas. Hmm. Donc même moi, j'avais pas conscience que j'avais perdu la vue parce que quand tu es à l'hôpital, en fait, on t'injecte, comment ça s'appelle, quand tu te fais énormément mal, on te met La morphine? la morphine, merci, j'ai perdu. On te met de la morphine et la morphine te fait complètement halluciner. Hmm. Donc j'étais dans un état vaseux, comateux, j'hallucinais complètement. Donc je reprenais pas conscience tout de suite que j'avais perdu la vue, sachant qu'en plus, bah, j'ai un de mes amis danseurs qui était avec moi et qui lui qui a perdu la vie pendant l'accident. J'ai aussi je chantais avec une petite amie pareil qui a perdu la vie pendant l'accident. Ouais. Donc tout s'est détruit comme si c'était toutes mes fondations à côté de moi, c'était détruit, quoi. Oui. Toi, t'avais encore la vie, mais à côté de toi, c'était, bah, tout s'effondrait, donc. Exactement. Et ça, t'as mis du temps à le réaliser, j'imagine. Au début, je le réalisais pas totalement. Quand on me le disait, voilà, je criais comme si c'était un réflexe, comme je t'expliquais. Ouais. Mais quand je suis sorti de l'hôpital, que mon état était stable, quand je suis retourné du coup bah, chez mes parents parce que je pouvais plus avoir mon appartement, incapable au début sans la vue, puis j'avais perdu ma copine avec qui je vivais. C'était vraiment toute une étape comme si tu faisais un retour en arrière. Et là, je me suis pris une vague d'émotions. Tout est arrivé après, très difficile à passer. Et là, tu fais comment, justement, pas accepter, enfin, si, accepter, te relever. Le temps, le deuil, c'est quelque chose qu'on peut pas réparer en une fraction de seconde, ça demande du temps. Mais au début, et c'est là où je me remercie moi-même pour ça, c'est que j'ai eu tout de suite un caractère quand je me suis levé du lit après le coma, que j'ai pu poser un pied parce que j'étais atrophié. Ouais. J'arrivais même plus à marcher au début, hein. Je Ah faisais un oui. pas par un pas. J'ai pris tout de suite le réflexe de me remuscler pour pouvoir sortir de l'hôpital. Donc, tu vois, je me mettais à côté de mon lit. Bah, c'est tout bête, mais je faisais des squats. Dès que j'avais des proches à moi, je disais, j'ai envie de marcher, j'ai envie de marcher. Ouais. Donc, du coup, il me faisait un pas, deux pas, trois pas. Et puis, en gardant cette force-là, après, quand je suis retourné chez moi, pareil, j'étais dans ma chambre un peu enfermé et je m'entraînais énormément sur mon physique pour retrouver un petit peu ma forme physique pour que ça soit plus déstabilisant, quoi. Parce qu'au début, mes premiers pas, c'était un gros coup de fatigue, quoi. Je marchais de 10 pas et je faisais une sieste de 2 heures, quoi. Ah oui. Mm, Oui, donc l'accident a eu énormément de répercussions sur ton corps. exactement. Ok. Donc là s'entame une grande rééducation, j'imagine? Une fois, dès que je sors de l'hôpital, on m'intègre dans un hôpital de jour. Et dans cet hôpital de jour, j'y vais 2 fois par semaine où là, on commence à m'apprendre la motricité sans la vue, Oui. de ce qu'ils pouvaient faire parce que c'était pas un centre spécialisé là-dedans. On me faisait on me faisait tricoter une sorte de petit panier. J'avais des cours de kiné, j'avais plein de cours différents justement qui m'apprenaient aussi à développer mon toucher, mon Oui. sens tactile, me faire travailler un peu l'ouïe, me refaire travailler tout ce qui était physique et tout ce qui est étape psychologique aussi. Là, psychologiquement, t'es très suivi, j'imagine. Oui, c'est ça, j'étais quand même bien suivi, mais j'étais pas très tout de suite, j'étais pas très ouvert parce que on commençait à me j'étais complètement en phase de colère, de déni, de tout, donc c'était pas le moment tout de suite pour que Oui. je parle, en fait, de ce qui est arrivé. J'avais besoin justement de m'en échapper le plus possible Oui. et quand j'allais voir justement, bah, des professionnels comme des psychologues ou même des psychiatres et les psychiatres, j'étais pas très en accord avec eux parce qu'ils voulaient me donner tout de suite, des antidépresseurs. J'ai refusé instinctivement, je voulais pas rentrer dans cette phase-là. Je voulais surmonter cette épreuve moi-même sans aucune aide. C'est peu de temps après, on va dire peut-être 1 mois dès que je suis sorti après de l'hôpital, que là, j'ai trouvé une psychologue formidable qui m'a vraiment, qui était indépendante d'ailleurs et qui m'a aidé sur mon parcours à me relever,
qui est exceptionnel. Oui, donc c'est cet accompagnement qui t'a permis de Tous les accompagnements mis en place, ça m'a tout aidé, j'en néglige aucune, mais il y en a une que je mets peut-être un peu plus de points, comme, cette dame qui me prenait une fois par semaine, faisait un travail formidable parce que c'était très difficile, très douloureux, mais je sentais qu'il y a une part de moi qui m'évacuait et que quand je ressortais, ça me faisait du bien. Et au début, je cherchais justement, dans la journée, vu que j'étais beaucoup enfermé, parce que j'avais pas de canne au début. Sans la vue, tout devient une, réelle épreuve parce que reprendre les gestes quotidiens qui peut être facile quand on a la vue, c'est plus difficile quand tu as pas la vue. bah, c'est ça, c'est la question que je me suis posée, c'est comment on apprend, parce que tu peux pas réapprendre vu qu'avant tu avais la vue, comment tu apprends à vivre cette nouvelle vie? Tu repars de zéro. C'est vraiment tu redécouvres tout, quoi. C'est le moindre petit geste, en fait, peut être banal, mais mais même, tu vois, maintenant, il y a plein de personnes, tu vois, par exemple, tu peux faire un geste, tu vas faire la cuisine, mais tu vas pas forcément des fois prêter attention Bien sûr, on et se rend pas compte, hein. c'est ça, Mmh. c'est fait automatiquement. Donc du coup, tu as quand même des réflexes que tu avais dans ta vie, mais vu qu'il faut que je fasse attention de pas me brûler, il y a plein de petites choses que voilà, couper une assiette quand tu as pas la vue, au début, c'était une vraie épreuve, Oui, hein. oui, tu m'étonnes. Et comment tu fais du coup? Combien de temps ça te prend pour, retrouver petit à petit ton autonomie? Ça se fait petit à petit, puis on va dire, 6-7 mois après mon accident, là, j'intègre, une école spécialisée qui D'accord, s'appelle la FIDEV. C'est une école justement pour les, déficients visuels, malvoyants ou non-voyants. Et là, par contre, j'ai vraiment des cours bien spécifiques, apprendre à utiliser un clavier d'ordinateur, apprendre à utiliser, son ouïe, l'odorat, le toucher. Et là, c'est vraiment poussé. Par exemple, pour lui, j'étais dans une sorte de cabine où j'avais, peut-être, ouais, une vingtaine d'haut-parleurs autour de moi. On mettait des bruits de pas, des bruits de conditions, comme si je me promenais dans la rue et je devais savoir quel haut-parleur, en fait, il y avait, par exemple, une clochette ou un petit bruit spécifique où je vais reconnaître exactement, précisément sur quel haut-parleur c'était. C'est vraiment du travail quand même intensif, mais c'est ça aussi qui m'a permis on va dire, de reprendre sur la vie quotidienne de l'autonomie. et est-ce que dans tout ça, tu as eu une période où tu as un peu sombré psychologiquement, ou tu as toujours fait en sorte de garder cet esprit battant? Ça a été des vagues plus ou moins dures. Au début, bah, beaucoup de colère parce que c'était mon ami qui conduisait et Tu lui en as voulu? j'en ai énormément voulu parce que j'étais, avec ma copine aussi et je comprenais pas, je trouvais que la vie était injuste Bien sûr. et vu que j'étais, c'était enfin, on était 4 dans la voiture, j'avais un autre ami, mais on va dire que j'étais un peu le centre de ces personnes-là, en fait, Oui. pourquoi ils étaient venus, donc je me sentais coupable, je culpabilisais énormément. Donc ça a été très dur à l'encaisser et puis, après j'ai eu des phases, très, très difficiles où, on va dire 2 mois après, mes parents ont décidé de m'emmener au ski avec, mon cousin et tout, et là j'étais vraiment dans un très mauvais état psychologique, où j'avais vraiment des grosses, grosses idées noires. Je pensais mettre fin à mes jours, mais j'ai quand même eu ce déclic de me dire qu'il y avait autre chose si je suis resté en vie, c'est qu'il y avait une suite pour moi et puis ça aurait Mmh. été, indigne alors que voilà, Oui, certains avaient perdu la et la vie et toi, c'est tu étais ça. encore là. Même si ça devenait plus compliqué, mais tu avais une chance de pouvoir vivre, quoi. Donc on va dire vraiment la première année, c'était un peu la cruciale parce qu'il y avait toutes les dates clés, Bah, c'est les ça. anniversaires, le Noël, un peu tout et toute cette reconstruction-là, c'est, apprendre à y vivre une première fois, c'est très difficile. À partir de la deuxième année, ça s'atténue un peu moins. Oui. Mais ce qui a été dur, c'est que je devais non seulement faire le deuil, mais dès que le deuil, j'arrivais à me calmer sur le deuil, à moins y penser, j'avais la vue aussi qui commençait à me Mmh. prendre de la place, donc j'avais l'impression de ne pas trouver de repères, en fait, à quelque chose à me raccrocher. C'est pour ça que tout de suite, après en sortant de l'hôpital, je me suis remis, dans une salle d'entraînement et puis, c'était le seul moyen pour, me vider la tête et de penser au moment présent et de me décharger complètement. Ouais, c'est la danse qui t'a vraiment aidé à La danse, le accepter. sport en Mmh. général, c'est vraiment ce qui m'a poussé à me remettre en forme et à me vider l'esprit. Et tu pas eu peur de redanser, peur de faire du sport? Parce que du coup, tes sens sont complètement,
Non, chamboulé? au début, j'avais plus peur de rien du tout. Ah oui. J'avais tellement perdu que je me dis: Bah, si je perds la vie, bah, c'est comme ça, hein, maintenant». Donc ça m'a détruit toutes mes peurs. Par contre, ça m'a poussé de l'avant, quand je suis allé, par exemple, retourner à faire mes premières figures. Bah, c'était une vraie étape, hein, parce que j'avais plus de conditions physiques, sans la vue. J'ai commencé à jongler petit à petit au début et puis, j'ai vu que surtout que je retrouvais assez facilement mes bases, en fait, vu que ça faisait Mmh. des années et des années que j'avais pratiqué. Tout ce qui était, théorique, je l'avais, après c'était que de la condition physique. Oui. Donc dès que j'ai compris ça, j'ai mis les bouchées doubles et puis, je me suis très vite remonté. Ouais, en fait, il fallait que tu pratiques énormément pour retrouver ta condition. C'est ça. Mais On peut avoir toute la théorie du monde, mais quand on n'a pas la pratique, ça marche pas. comment se passe, cette vie après l'accident? Tu passes par, quelles étapes? Donc, je suis chez mes parents. J'ai eu beaucoup de monde quand même qui vient me voir à la maison, je jongle entre, l'hôpital de jour, mes entraînements personnels et puis au début, assez tranquille, assez calme, je récupérais, petit à petit et puis plus j'avançais et plus justement, je commençais, voilà, à changer, à intégrer l'école des aveugles. Donc, tout ça en fait, petit à petit, je retrouvais, on va dire, plus ou moins une vie entre guillemets «normale». Et puis, je commence à ressortir avec mes amis, je commence à avoir un petit peu d'autonomie, à essayer de me promener un petit peu tout seul et toutes ces petites choses, c'était une petite victoire, en fait. Pour moi, c'était une grande réussite parce qu'on se rend pas compte, mais c'est sûr, hein, par exemple, j'ai envie de me promener, ah bah, j'y vais. Que moi, je Oui. pouvais pas parce que j'avais pas de canne au début, c'était, pas possible. Et la première fois justement que tu sors tout seul, tu as pas peur? J'avais pas peur, j'étais excité comme Mmh. un enfant parce que c'était incroyable. Juste Mmh. retrouver, un petit peu d'intimité parce que Oui. ce qui est très bien, c'est que j'étais très entouré, mais j'avais plus trop d'intimité pour moi et c'était quelque Mmh. chose que j'avais quand même besoin. Et dès que je refais mes premières sorties toute seule, je reprenais une bouffée d'oxygène qui était incroyable. Oui. Oui, donc en fait, ça te faisait tellement de bien que C'est ça. l'appréhension, c'était Après, je faisais un petit peu attention, et même maintenant, ça m'arrive encore, tu vois? Quand je me balade ou tout ça, ou même dans la rue, ça m'arrive des fois d'arriver au milieu d'un rond-point ou quoi que ce soit, mais ça m'arrive encore de me perdre maintenant. oui, parce que du coup, comment tu fais sans rentrer spécialement dans le détail, mais parce qu'on s'imagine pas, on se dit: «Nous, on a envie de sortir», bah, on sort. Mais toi, du coup, comment ça se passe, C'est toute une technique. La canne, au final, on croit que c'est une canne, mais en fait, non, il y a d'énormes techniques à utiliser avec la canne. Travail d'audition, D'accord. proprioception aussi, à savoir dans quel sens ton corps est, parce que c'est pas si facile que ça, en fait, sans la vue, de savoir exactement, comment te diriger. Et puis après, des cours, justement, à comment se mettre en sécurité. Et puis après, avec maintenant, grâce à la technologie, ça, c'est une formidable avancée, c'est que il y a le GPS sur un téléphone qui guide. Donc Ah on a oui, des applications spécifiques qui nous aident à nous diriger, par exemple, à aller d'un point A à un point B. OK. Oui, donc ça te permet de retrouver ton autonomie, assez rapidement quand même. C'est ça. D'accord. Il y Et a plein de petites choses qui sont mises en place, donc c'est une avancée. Après, je voulais pas au début trop me focaliser sur la technologie et d'apprendre, on va dire, naturellement les choses. Parce qu'imagine, tu arrives dans un endroit, t'as pas de réseau, tu fais comment? oui, oui, bah, là, ça chamboule tout. C'est Il ça. faut que tu sois autonome autrement, quoi. OK. Et tu décides de faire quoi? À ce moment-là, tu dis: «Je vais faire quoi de ma vie maintenant?» Alors j'ai un souvenir assez pertinent, mais au début, j'avais pas de, on va dire que ça a pris tellement de place dans ma vie, cet accident, au début, que je j'arrivais pas à me projeter en avant. Oui, normal. J'avais pas de vision d'arriver à me projeter en avant, je regardais que derrière. Mmh. Et ça devait faire quoi? Peut-être 4 5 mois après, j'ai Pôle emploi qui m'appelle, donc j'ai un rendez-vous avec Pôle emploi. Je vais à Pôle emploi, bah, je leur explique le contexte et ils me disent: «Bah, voilà, concrètement, et ben, vous voulez faire quoi comme métier? Parce que vous pouvez pas faire grand-chose». Ils t'ont dit Donc ça? mmh, Horrible. je l'ai pris à la dérision et je lui ai dit: «Je vais toujours faire plus». Pas mal. Et elle savait pas s'il fallait rigoler de ça, mais elle est restée estomaquée, mais parce que pour moi, c'était une blague. Au bout de 5 mois, j'étais pas encore, j'avais encore des opérations, programmées. On me proposait déjà de retourner au travail. Bah non, en fait, je pouvais pas. Ah oui, parce que tu as eu beaucoup d'opérations? J'en ai eu, 6 ou 7. Ah oui. Les 3 4 c'était des très grosses opérations de 7 à 10 heures
Et après, c'était des petites opérations pour plein de petites broutilles, quoi. Oui. OK. Donc oui, à ce moment-là, c'était impossible de travailler d'une Non. quelconque Et manière. puis, je me projetais pas du tout. Bah non. Oui. Ça dépendait de comment ta rééducation allait se passer, non? C'est ça. Par contre, je savais que la danse me faisait du bien et que je voulais continuer à faire du spectacle. C'était la seule chose que je savais. OK. Donc, je me suis dirigé à 100% là-dedans et puis tout s'est développé. J'ai refait ma première scène, un spectacle de mes élèves, au bout de 4 mois après l'hôpital, après la sortie. Ah oui, c'est très rapide. Donc C'est extrêmement rapide et je n'en prenais pas conscience avant, mais ouais, c'est là où en fait, tu as assez rapidement pas accepté, mais parce que même du coup ce nouveau corps, enfin, tu as tout de suite accepté puisque tu as accepté de te remettre, en avant avec la scène. bah, c'était aussi accepté, je sais pas, parce que j'étais toujours dans le chagrin Oui, oui. malgré tout ce que je faisais, j'étais quand même dans le chagrin, mais on va dire aussi c'était une façon de remercier, bah, toutes les personnes qui m'ont aidé. Au Mmh. début, j'étais beaucoup dans la gratitude à essayer, et je le suis encore maintenant, à présent, mais au début, je faisais des spectacles pour remercier les personnes qui m'ont aidé à me relever. Donc c'était plus de la gratitude sans projection. Puis c'est après que j'ai vraiment commencé à réintégrer des grosses compétitions en septembre. Donc ça faisait 8 ou 9 mois après, Ah oui, ça aussi c'est rapide. et là je suis retourné sur des compétitions, carrément européennes. Avec ton équipe d'avant. Avec Dasquad, avec, l'équipe, avec qui je faisais aussi des spectacles. Et donc tu as retrouvé ta place dans le groupe assez facilement ou il a fallu tout réadapter? Alors on s'est adapté, puis, apprendre à décorer sans la vue, c'était une mission au début, Ouais. Ah oui, comment tu fais? C'est vrai et que je ben, on a développé une petite technique en fait, je mets quelqu'un devant moi, je l'accroche au niveau des épaules et tous les mouvements en fait que la personne fait devant moi, je les recopie à l'identique. ah oui. Comme si un peu j'étais son ombre et puis après, une fois que j'ai la choré, tac, je peux, je pouvais la faire naturellement tout seul. Et après c'était voilà, toute l'équipe a essayé de me mettre, dans les meilleures dispositions pour faire un show et ça a super bien marché que du coup, bah, finalement ça a cartonné parce qu'après, on ira en émission plus tard, quoi. C'est combien de temps après que vous allez commencer la télé? La télé, je l'ai fait c'était en 2021, Ah donc ça faisait quoi? 2 ans? Ouais, 2 ans. ouais, 2 ans après l'accident. C'est ça. Donc en fait, c'est tout ton entourage qui t'a permis de retrouver une vie plus ou moins normale, Ah bien sûr, vraiment. complètement. Ouais. Sans eux, j'aurais pas pu, Oui, tu pas pu. accéder à tout ça. Ouais. Même au niveau de tes amis, rien n'a changé, ils ont vraiment été présents pour toi, Non quoi. et puis au contraire, ça nous a renforcé les liens encore plus et c'est là que, bah, j'ai extrêmement de chance parce que tout le monde n'est pas capable en fait, comme on m'a assisté mes amis, je pense que tout le monde n'est pas capable et c'est pour ça on en tire une vraie force. Ouais. C'est que depuis tout petit en fait, enfin depuis même l'adolescence, on a toujours traîné ensemble, travaillé ensemble et pour nous, c'est pas quand a besoin d'aide, on est là à 100%. Ouais, vous êtes un groupe très soudé et ça a C'est ça. continué. Au contraire, ça a renforcé les liens, quoi. Et au niveau de ta vie personnelle, tu reprends un appartement, comment ça se passe? Alors pas tout de suite. Au début, bah, j'étais chez mes parents, puis 1 an à peu près après, bah, je rencontre, une fille que je connaissais d'avant, avec qui j'étais à l'école et du coup, petit à petit, en fait, au début, on discutait, elle me faisait beaucoup de bien. Ouais. Elle me faisait beaucoup de bien et puis ça me permettait aussi de parler de certaines choses avec qui, tu vois, avec mes parents ou d'autres personnes, je pourrais pas parler parce que c'était Camille, qui est ma copine maintenant, en fait, avait un avis complètement, extérieur à tout ça, donc ça me faisait du bien de pouvoir parler et petit à petit, bah, sans me prendre la tête, les choses se sont fait naturellement. Je suis allé habiter chez elle, il y a eu une petite phase justement, juste avant il y a eu le covid et bah, j'ai dit à mes parents que je voulais aller, parce qu'avec Camille, on commençait à se voir à fréquence plus ou moins régulière, bah, d'essayer de sauter le pas et d'aller vivre, pendant la période du covid pour voir, si j'étais capable
de vivre tout seul dans un Ouais. appartement déjà, et puis de savoir si je pouvais continuer ma relation, voir si parce que j'avais très peur que Camille devienne une relation pansement, c'est ce que je voulais surtout pas, parce que je ne voulais pas faire souffrir d'autres personnes. Donc non, ça s'est fait tout à fait naturellement, et puis pendant la période de Covid, ça nous a maintenu justement que ça nous a renforcé notre relation avec Camille, et puis peu de temps après, on prend un autre appartement ici, Ouais. sur Marcy-Étoile, dans la région lyonnaise. Et est-ce que tu as appréhendé, forcément, mais cette nouvelle rencontre, enfin, tout change pour toi. Comment est-ce que tu as appréhendé le couple? Beaucoup au début, parce que on va dire que les premiers temps, quand je voyais que je commençais à développer des sentiments pour Camille, j'avais un petit peu cette culpabilité de me dire: «Est-ce que je vais pas trop vite? Est-ce que je Mm. brûle pas les étapes?» parce que Mélodie, mon ancienne copine, était dans mon cœur, donc c'était au début, voilà, j'étais vraiment complètement perdu, mais je pense que c'est de la façon d'être de Camille, de la façon dont elle s'est comportée, en fait, qu'elle m'a accompagné dans le deuil, et petit à petit, je lui laissais de la place, mais au Mm. fur et à mesure. C'est pas allé trop vite, ça s'est vraiment fait naturellement. Ouais, et elle a tout de suite accepté justement le handicap, parce que c'est quand même quelque chose qui peut être compliqué. Elle l'a accepté tout de suite, et puis ce qui est incroyable, c'est que Camille m'a dit qu'elle avait toujours eu des sentiments pour moi depuis l'école. C'est beau du coup. Donc ouais, c'est incroyable, et puis là, on va dire que c'est plutôt spirituel, on va dire que je crois beaucoup aux signes, tu vois? Oui. Et ma copine, Mélodie, en fait, adorait, les orchidées. C'était vraiment sa fleur préférée, la première fois justement que Camille, m'emmène, chez elle, et ben, boum, elle me montre une orchidée et tout, et Ouais. pour moi, j'ai compris que c'était, voilà, c'est spirituel, et Oui. ça m'appartient, mais c'est pour moi, j'ai interprété comme un signe que je pouvais, lancer cette relation. Ouais. Je comprends. Donc tu t'es remis en couple et comment ça se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais de cette nouvelle vie? Au début, je prends beaucoup de plaisir puisque, forcément, je suis passé de pas mal d'années de relation à plus rien du tout, donc tu vois, t'endormir à côté de quelqu'un, d'avoir, Mm. ce pilier à côté de toi est très important pour moi, et ben, je reprenais de plus en plus goût à tout, en fait, toutes les choses que Mm. je faisais, et du coup, ça m'extériorisait, ça me permettait de voir aussi un petit peu autre chose, donc ouais, c'est tout ça. Jusqu'à arriver à ce Covid où voilà, ça a été compliqué parce que niveau professionnel, ça m'a remis encore dans des très grosses difficultés parce que tout ce qui est événementiel, Ouais. et Tu ben pouvais bim, ça plus. s'est tout écroulé. Donc remise en question encore pendant le Covid, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est pas encore un signe qu'il faudrait peut-être que je me trompe de voie, que j'aille, sur une autre voie? Mais non, j'ai continué à persister. Et tu décides de faire quoi du coup? Donc après, je suis reparti de zéro, encore une fois. On va croire que j'aime bien repartir de zéro. Le challenge. Donc après, petit à petit, je me remets, à petite échelle encore dans la danse, à redonner des stages et tout, mais on va dire que financièrement, ça a été très compliqué parce que j'avais aucun revenu, Ouais. et c'est là où j'ai cette chance-là aussi que Camille, m'accompagne, m'a énormément aidé pendant ces temps-là, difficiles. Mm. Donc j'avais quand même une pression quand même, financière derrière, parce qu'il faut savoir que, bah, l'État, ça a pas été très mon ami, pendant cette période-là parce qu'ils m'ont supprimé toutes mes aides. Ah, t'avais pas d'aide? Non, j'étais pas éligible aux aides. Comment c'est possible? Parce qu'en fait, avant, j'avais le statut d'auto-entrepreneur, Oui. et le fait de retourner justement j'avais pas pris de prévoyance ou quoi que ce soit, donc du coup, j'avais perdu tous mes droits. Je suis allé faire une demande d'invalidité, et l'invalidité a été refusée parce que j'avais pas fait pour eux assez d'heures dans l'auto-entrepreneuriat. Donc médicalement parlant, je passais, mais administrativement, je passais pas, donc du coup, Mm. Je mes sens aides, bien pas. paf! J'ai, tout perdu. J'avais eu un petit peu d'aide au début quand j'étais chez mes parents, et quand, je me suis mis avec Camille, j'ai tout perdu. Ah oui, donc t'étais censé vivre comment à ce moment-là? Si t'as pas d'aide? D'amour et d'eau fraîche. Ouais, c'est ça. Je me dis, c'est fou. Enfin, ouais. Donc du Mais coup, c'est j'en bien de pro le dire, tu vois, parce que je suis aussi un auto-entrepreneur, mmh, enfin auto-entrepreneur, et j'ai pas forcément toutes les.
enfin, fait toutes les démarches. Donc, Ah tu bah, on vois, en apprend tous les jours, hein. voilà, je vais rentrer, je vais me renseigner. Donc, merci beaucoup de le dire. Du coup, je suis allé faire des spectacles de rue pour essayer de me faire des petits chapeaux et à faire des revenus comme je pouvais parce que je suis pas quelqu'un par contre qui se laisse abattre. Oui, Travailler, c'était compliqué parce que je pouvais pas faire quand t'as pas la vue, tu peux pas faire n'importe quel oui, travail en fait, hein. oui, c'est vrai que c'est assez limité du coup. C'est assez limité et puis du coup ma meilleure arme c'était la danse donc je suis allé refaire des spectacles de rue et faire au chapeau. Tout seul? Non, j'étais avec mes amis. Ah, ouais. Donc du coup, ça m'a quand même bien aidé, on va dire, pendant ces périodes-là. Et après, qu'est-ce que tu fais du coup? Comment est-ce que tu construis cette vie? Petit à petit, après le Covid commence à passer. Je commence à avoir des nouveaux contrats, je redonnais des stages. Et puis pendant cette période de confinement aussi, ce qui a été très bénéfique, c'est de me savoir qu'est-ce que je pouvais faire en plus s'il y avait une autre période qui arrivait comme ça. C'est là où j'ai commencé à entreprendre justement de mettre en place des conférences sur le comment se relever des moments difficiles. Donc c'était, on va dire, le sujet au début, puis j'ai construit autour de ça un court-métrage qui dure une vingtaine de minutes. Je C'est mettrai le lien pour ceux qui veulent mmh le regarder. et puis commencé à créer des conférences, tout en faisant de la danse et des stages. Puis petit à petit, ça a commencé à la petite boule de neige a commencé à devenir un peu grosse et puis les compétitions que j'avais fait avant m'ont amené à justement un incroyable talent que je Mm. ferai par la suite. Et là, justement, ça m'a permis vraiment d'avoir un gros coup de com' et de pouvoir me relancer complètement. Ouais. Oui, parce que là, comment ça se passe quand tu fais une émission comme ça? Nous, on n'a pas fait de casting, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été appelé carrément par Incroyable Talent, Oui, parce qu'on avait fait un show en 2019 en compétition en Suisse, où justement on a été qualifié pour les mondiales, mais vu que le Covid, tout a été détruit. super. Mais par contre, à côté de ça, l'émission nous a repérés sur ce spectacle-là, Ah oui. et du coup, ils nous ont demandé participer à, je crois, c'est la 16 ou 17e édition. Et Et vous êtes allé on a jusqu'en... accepté, puis on a participé à l'émission, on est arrivé jusqu'en finale et on a obtenu la 3e place. Et après, ça t'a permis d'avoir une certaine notoriété? Comment ça se passe? Ça m'a donné un gros coup de boost, parce que déjà c'était aussi une façon de, on va dire, un accomplissement déjà en groupe pour tout le monde, mais Ouais, personnellement pour moi, parce que c'était une revanche sur la vie, comme bien sûr. quoi, moi je vais être il y a 2 ans avant, j'étais entre la vie et la mort, j'avais perdu la vue, je savais même pas si j'allais redanser, je me retrouve sur une émission de télé Ouais, c'est une belle à montrer mes revanche. talents Mm. à la France entière, ça a été une belle revanche sur la vie. Et puis derrière, ça m'a apporté une super exposition parce que notre premier show a fait des millions de vues. Mm. C'est celui qui a le plus marché d'ailleurs et Je crois, oui. qui a bien explosé. Et puis ça nous a permis de faire même partir à l'étranger de nouveaux spectacles, participer à de nouvelles émissions. Et ça vraiment, voilà, ça a été un gros élément déclencheur. Et ça m'a aussi beaucoup aidé parce que grâce à ça, ça m'apporte aussi une solidité sur mes conférences, quelque chose de factuel que je peux prouver en fait Ouais. que parce que déjà faire une émission de télé pour moi c'est un plus ou moins aussi un rêve de jeunesse quand j'ai commencé la danse donc Ouais, tu m'étonnes. parce Tout le monde que ne peut pas le faire, donc c'est quand même un bel accomplissement. c'est ça et puis mes profs en fait qui me donnaient des cours quand j'ai commencé le break, ils ont gagné Incroyable Talent en 2009. Ah, ok, je savais pas. Donc on va dire que c'était un petit peu la Oui, passation c'est beau ouais, d'ailleurs. carrément, Et t'as dû recevoir une vague de soutien. complètement et c'est au début ça fait il faut s'habituer un petit peu quand même à recevoir autant de messages et de personnes qui nous arrêtent dans la rue. Ah oui, Après, forcément, ça s'estompe un peu avec le temps. Mais au début, ça fait quand même beaucoup de bien. bah tu m'étonnes. Ça permet aussi de parler du handicap. Exactement. C'est... À montrer ce côté-là, c'était aussi important parce que tout ce qui est la relation inclusive, il y a beaucoup à développer là-dedans, mais ça commence à se faire. Et du coup, on va dire que j'avais cette carte-là à jouer parce que, tu vois, c'est très, enfin, pour moi, c'est très simple. Tu vois, imagine, tu te promènes dans la rue et, ouais, mais je te parle d'un exemple tout bête, hein. Tu vas voir une personne, par exemple, qui va te faire, je sais pas, un salto ou quoi que ce soit, qui va voir la vue, ça va t'impressionner. Mais quand tu vas voir un aveugle qui fait ça, Ça va te fasciner. ouais, je sais pas comment expliquer, mais le Ah, retour que j'ai eu des gens, c'est, mais est-ce que humainement, c'est possible, quoi? oui.
Bah, c'est ce que je me suis dit aussi quand je t'ai vu, parce que du coup, je t'ai vu danser avant l'accident. Je voyais ce que tu étais capable de faire. Quand j'ai vu ce que tu faisais après, je me suis vraiment demandé, mais comment c'est possible? Mmh. Comment il fait? Enfin, c'est juste fou. Donc en vrai, bravo pour ce que tu fais. Bah, merci Vraiment, beaucoup. c'est assez impressionnant. Je pense que tu inspireras beaucoup de personnes avec ton parcours et je pense que tu le fais depuis l'accident. En tout cas, moi, je suis une des personnes qui suis vraiment inspirée par Mmh. ta force. Bah, Donc, merci beaucoup, mais bravo. moi, je Mm. m'inspire ainsi un peu de tout le monde, hein. Je suis pas la voix de la sagesse ou quoi Bien que ce sûr. soit, mais j'essaie d'aider les personnes du mieux que je peux. Et qu'est-ce que tu décides de faire justement par rapport au handicap, au fait de parler? Comment est-ce que tu fais les conférences? Est-ce que tu fais d'autres choses? Je suis essentiellement basé sur les conférences. Des ateliers aussi, par exemple, sur les conférences, j'interviens dans différents domaines, dans des entreprises, des associations, des clubs sportifs, des écoles aussi, des lycées. Donc, j'interviens sur différents projets et je m'adapte en fonction des personnes que j'ai en face de moi. Par exemple, si c'est des élèves, je leur fais des petits ateliers sensoriels ou, comme Oui. je t'expliquais tout à Mm. l'heure, je bande des yeux à des enfants et je les mets en binôme et je leur fais travailler leur communication et développer leur sens sans la vue, en espèce de petit parcours koh par deux. Par contre, si c'est sur des personnes plus âgées, par exemple sur des entreprises ou des lycées, là, je vais essayer de toucher les gens en profondeur et de leur expliquer que les échecs font partie en fait de la réussite. Oui. Et comment réagissent les gens justement, que ce soit les enfants ou les adultes? Ce qui est formidable, et c'est là où je vois que ça marche, c'est que à chaque fois que je finis une conférence, les personnes me disent: «Mais vous m'avez donné une force incroyable et vous m'avez reboosté». C'est vrai. Et ça, bah, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. C'est vraiment, c'est incroyable, quoi. Ah, c'est ce pourquoi tu le fais. C'est ça. C'est pour, aider les personnes. Mais même en faisant ça, moi, je suis une personne, si j'aide les gens autour de moi, ça me fait du bien. Donc, ça m'aide aussi beaucoup. Et les enfants, ils réagissent comment? Et ben, les enfants, ce qui peut paraître curieux, c'est qu'ils ont moins de, comment dire? C'est pas le tact, au contraire, Ils sont plus cash. ils sont plus cash, mais c'est ça que j'adore, c'est que Ouais. il y a pas de c'est en toute transparence. Ils vont me poser des questions que des adultes ne poseront pas parce qu'ils seront peut-être un peu gênés, ou Oui. la différence pour eux, des fois, ça peut paraître un petit peu, quand on connaît pas trop ce domaine, ce milieu-là, ça peut, tout de suite, soit on se met dans l'empathique, soit on est un petit peu réticent, alors que les enfants, bah, incroyable, quoi. Ils viennent me poser n'importe quelle question, mais spontanément, et ça, j'aime bien. Mais c'est bien de le faire justement, de faire prendre conscience, que j'imagine que non seulement tu fais ça, mais tu leur parles peut-être aussi de l'accident. Tu sensibilises peut-être, sur ce qui s'est passé ou pas forcément? Sur les enfants, non, Ouais, c'est peut-être trop pour eux. j'explique juste que j'ai eu un accident D'accord. qui m'a fait perdre la vue, mais je vais pas trop en profondeur parce que j'essaie quand même de les préserver. Par Oui. contre, j'essaie de leur montrer vraiment, toutes les autres cartes, à leur expliquer, voilà, de s'accrocher à des rêves ou, voilà, de bien travailler forcément à l'école, des petites choses en fait, parce que sinon je me fais taper dessus par les institutions. Bien sûr. Mais, voilà, de les pousser à les mettre de l'avant et s'ils ont un rêve, de s'accrocher. Mmh. Parce que je suis persuadé que les rêves quand même se déclenchent quand même très rapidement petit. On a plein de rêves et je pense que Mmh. quand on grandit, on efface un peu tout ça. C'est pour ça qu'on peut atteindre un peu beaucoup de personnes, pour moi adultes, tombent dans cette dépression, c'est que, bah, ils ont plus des rêves à quoi s'accrocher, C'est sûr. Mmh. quand Mais tu as c'est pas d'objectif, bah, c'est pas tu peux pas trop avancer, quoi. bah, non, pas du tout. Et toi, c'est quoi tes rêves maintenant? Le cinéma maintenant, je suis vraiment, focus dessus. J'ai, comme je t'expliquais, en fonction de mes conférences, des spectacles que j'ai pu faire avec la télé, ça m'a vraiment, montré que mon parcours, justement inspirait, donc du coup, ça m'inspire moi-même. Mmh mh. Et je suis en projet justement je suis en train de réaliser un livre et j'aimerais trouver une production, une plateforme comme Netflix, Amazon ou autre production pour essayer de partir vraiment dans de la production. Et c'est une question que je t'ai pas posée d'ailleurs tout à l'heure, mais tu te verrais jouer dans ce film? Tu aimerais Complètement. être, Mais je ne jouerai pas mon rôle si je le ferais. ah ouais? Je pense que ce que j'aimerais bien, c'est de jouer le rôle vu que j'ai intégré, parce que dedans je parle des fois de l'école de non-voyants où Oui. j'étais, d'intégrer une autre personne non-voyante en fait, mais pas D'accord. jouer mon rôle.
Ok, c'est intéressant ça. Parce que, Mais juste faire un petit clin d'œil comme ça en apparition dedans. oui, ok. Donc ça, c'est le grand rêve. Et au niveau personnel, est-ce que tu as des choses... Est-ce que du coup, maintenant, tu as une petite fille? C'est ça. Et comment tu imagines ta vie à partir de maintenant? Bah, moi, franchement, ma vie, je suis heureux dans ma vie, hein. J'ai reconstruit ma famille, j'ai une petite fille, ça m'a encore plus reboosté de l'avant, Tu donc, m'étonnes. Ça aussi, c'est un beau coup de nez sur tout ce qui s'est passé. mmh. Parce que c'est une belle revanche d'avoir pu construire ta famille et être heureux, quoi. Ah, mais c'est la plus belle réussite et la plus belle récompense, au-delà de tout ce que j'ai pu faire, Ouais. d'avoir eu ma petite fille. En plus, j'ai grandi avec 2 frères, donc, autant te Oui, dire en que plus, c'est une petite fille. avoir une fille, ça m'a fait, voilà, Et ça m'a donné des étoiles dans les yeux, même si je vois pas. tu m'étonnes. Et c'est pas trop compliqué à gérer? Au début, bah, c'est un peu comme tout, en fait, je m'adapte, en fait, Mm. je pouvais pas tout faire au début, c'est sûr que c'était assez compliqué. Mais par contre, petit à petit, je mettais des petites choses en place et ça se faisait naturellement. Puis tu sais, quand tu fais des choses au quotidien, après, c'est juste des mouvements en répétition, en fait, que tu fais, donc c'est instinctif. Oui. Par contre, ce qui est super cool, c'est que, tu vois, par exemple, ma petite, quand elle était malade, avant même qu'elle soit malade, je commençais à savoir qu'elle commençait à être malade, Ah oui, t'as juste à développé... travers l'ouïe, de la façon dont elle respirait ou certaines choses, tu vois? ouais. Oui, t'as Donc développé vraiment tes sens. c'est ça. Ah, tout ce qui est niveau toucher, l'ouïe et le ressenti, c'est incroyable. Même moi, je suis incapable de l'expliquer, mais c'est incroyable comment ça se développe vite. Mais c'est bien, justement. Ça te Mm. permet de compenser Ah bah, assez rapidement. complètement. Ça compensera pas à 100% la vue, ça c'est Bien sûr et sûr. certain. Mais on va dire que, ouais, peut-être sur 100%, on va dire qu'à 70-80%, ça te le compense. Mais ça, c'est encourageant, justement. Mm. Et tu me disais aussi que, avant l'interview, que tu as fait des formations dans le médical. Est-ce que Exact. tu peux expliquer un peu ce que tu fais? C'est vrai que j'en ai pas parlé, Bah oui, mais je trouve que c'est beau justement de faire ça, donc il faut que tu en là, parles. ça date que depuis janvier cette année. Ah oui, c'est Où récent. l'année dernière, j'ai passé des formations dans tout ce qui était drainage lymphatique, massage du corps, de l'énergie aussi, sur du coaching personnel. Et j'ai décidé voilà, de monter ma petite entreprise, mon petit cabinet, justement, avec plusieurs collègues. On a monté un centre de paramédical parce que la médecine, je trouve que bah, c'est fantastique. On a une très bonne Oui. médecine en France, mais je trouve que c'est très complémentaire parce que dans mon parcours, je suis passé par ces médecines énergétiques, plus ou moins parallèles, et ça m'a fait énormément de bien. Donc du coup, ça m'a inspiré. Je me dis que voilà, ça peut être une autre corde à mon arc et puis une façon aussi d'aider les personnes autour de moi. Et tu prends tout type de patients ou... Un peu tout. Ça, Ouais. enfin, même des bébés, parce que tu sais, je fais de la réflexologie plantaire aussi, donc il y a certaines techniques qui marchent beaucoup sur les bébés. Je peux faire des personnes adultes, je fais un peu de tout. D'accord. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, j'essaye de connecter un peu tout ce que je fais. Par exemple, pendant la conférence, bah, j'explique aussi que j'ai un cabinet de bien-être. Du coup, ça m'alimente aussi mon cabinet de bien-être. La danse aussi, ça m'aide à... La danse, ça m'a été très formateur pour comprendre mon corps, au niveau des muscles. J'adorais me masser avant, après mes entraînements, tout ça. Donc, c'est vraiment un plaisir et j'essaie de tout connecter en même temps. Je suis en train de créer un livre aussi, je vais l'avoir en septembre, où je vais utiliser aussi ce support-là dans mon cabinet, mais aussi dans mes conférences, Ouais, de tout est partout. lié en fait. Voilà, j'essaie vraiment Mm. maintenant on va dire que ma toile d'araignée se tisse pour tout regrouper. Ouais, t'as vraiment utilisé ce qui t'est arrivé pour rebondir de la meilleure manière possible, quoi. J'essaye du moins. T'essayes. Hmm. J'aurais encore plein de questions à te poser, mais je vais plus ou moins arriver au bout de l'épisode. Ok. J'aimerais te demander quel est ton mantra. C'est une question que je pose souvent. Quelle est la phrase qui t'aide à avancer au quotidien? Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui peuvent vivre ce que tu as vécu? Eh ben, j'ai eu plusieurs étapes aussi là-dedans. Tu vois, par exemple, quand j'étais à l'hôpital, ça peut être quelque chose de banal, mais dans mon lit, je pouvais pas parler. J'étais immobile, donc j'étais que dans mes pensées. Et je me suis répété sans cesse
Mais je peux même pas compter combien de fois je l'ai fait, hein. Mais je me disais guéri, 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 guéri. Mmh. Et maintenant, tu vois, alors un mantra, bah, je suis plutôt dans l'optimiste. C'est vrai que je me répète beaucoup cette phrase-là. Je vais y arriver. Ouais. Ouais, en fait, tu es très positif et tu pratiques la pensée positive. Énormément. Et puis, tu vois, comme toute personne, hein, attention, hein, j'ai des doutes, Bien sûr. mais ces doutes-là s'effacent très rapidement. Tu vois, il y a une journée, je peux être pas très bien, mais je- mon passé me fait que j'arrive très vite à me ressaisir et à remettre les pieds sur terre. Ouais, en fait, tu arrives à rester, même si c'est pas forcément facile, mais toujours plus ou moins positif. J'essaye le plus Mmh. possible. Et puis, par exemple, tu vois, j'ai fait Incroyable Talent, c'était l'un de mes rêves d'avant. J'y suis arrivé, donc on va dire que j'ai connu ce processus, ça m'a coûté énormément, hein. J'ai perdu la vue, ça m'a coûté 11 ans de ma vie, mais j'y suis arrivé. Ouais. Mais on va dire que tout ce processus, je l'ai passé une fois. Maintenant que j'ai d'autres rêves, et ben, on va dire que je sais qu'en s'accrochant et puis en faisant un pas de plus à chaque fois, parce que ça sert à rien d'en faire des tonnes, des tonnes, des tonnes. Oui. Même un pas par jour, ça suffit à te rapprocher de ton objectif. Ouais, c'est ça, en fait. C'est la preuve que petit à petit, en croyant en ses rêves et en faisant les étape par étape, Mmh. en fait. C'est pas vouloir brouiller les étapes, tu as vraiment respecté et Ce c'est qui est très dur, et ben moi aussi, hein, parce que je me le répète, parce que des fois je l'oublie un peu, mais on peut pas avoir tout tout de suite. Et la patience, en fait, elle est essentielle. Et maintenant, je ne stigmatise personne, mais je trouve on tombe dans un mode de vie où on veut essayer d'avoir tout tout de suite, c'est vrai. alors que bah ça marche pas comme ça en vrai. Non, faut être patient. C'est pas facile, mais c'est vrai qu'en étant patient, Et je me le redis à moi-même ouais, parce que des fois je l'oublie, hein. oui, des fois, tu as envie que ça arrive plus vite, bien C'est sûr. ça. Je suis impatient, mais je travaille ma patience tous les jours. Ouais, c'est bien, c'est une belle, un beau mantra et je termine souvent l'épisode en demandant, d'apporter un objet. Donc là, on est chez toi, mais est-ce que si je te dis: «Parle-moi d'un objet le plus important pour toi», c'est lequel? Je prendrai mes lunettes de soleil que je mets tous les jours parce que c'est ma marque de fabrique et c'est sur lequel on va dire que j'ai constitué bah, tout mon futur, quoi. Ouais, tu les portes tout le temps? Quand je suis dehors, oui, tout le temps. Ouais, Mais de partout, en fait, bah, ça m'accompagne, tu vois. C'est comme ma canne, ça m'accompagne de partout, donc on va dire qu'elles font partie de moi intégralement maintenant. oui, c'est ta nouvelle identité. Et ce que je trouve ça bien, c'est que ça me crée une différence. C'est sûr. Ça me crée une différence et je suis content d'avoir cette différence-là parce que ça donne beaucoup de côtés positifs. Et justement, si on serait tous des copies conformes, enfin, ça serait pas cool, quoi. Ça, c'est sûr et ça me quand tu me dis ça, je pense justement à une question, c'est est-ce que tu as facilement accepté la différence? Grâce à la danse, oui. Je pense que oui. Sincèrement, honnêtement, en étant le plus impossible, je pense que Oui, oui. Même si ça a été difficile, en fait, je voyais l'effet que ça faisait aux gens des choses que je pouvais faire. ouais, C'est, on va dire que même si je vois pas, bah, ça tu le mettait de ressens. la lumière Mmh. sur moi, en fait. Et puis, bah, je pense, il y a des personnes peut-être qui n'aiment pas, mais moi, j'aime bien personnellement avoir un peu de lumière aussi sur moi, Oui, en étant honnête. Donc, ça me permet aussi de montrer une vraie force de la vie et j'en suis persuadé que j'en suis une, bien avec tout sûr. ce que j'ai accompli en restant humble, attention, hein. Oui, oui, mais quand On va même, pas, faut le dire, tu peux être fier du parcours que tu as. mais on va dire que j'ai une confiance inébranlable, Ouais. Oui, tu as confiance en toi et en ce que tu complètement. es capable de faire Et, et c'est bien de le dire parce que c'est pas le cas de tout le monde. et puis, ça, c'est très important. Si Mmh. je pouvais donner un conseil, c'est d'avoir confiance en soi. C'est le plus important et ne laissez personne vous enlever cette confiance que vous avez en vous. Ça Mmh. vous appartient et on peut se faire des fois dénigrer ou insulter ou quoi que ce soit. Parce que j'ai eu quand même des personnes quand même, quand tu as de l'audience sur Incroyable Talent, il y a des personnes qui m'ont descendu, attention, hein. Ah bon? Ouais, tu as quand même J'ai eu eu quand même des mauvais commentaires, très trash, mais ça me fait rien. ouais. Oui, parce que tu as confiance et tu sais que C'est ils ça, peuvent dire ce qu'ils veulent. De toute façon, tu peux pas plaire à tout le monde, donc exactement. Puis si une ouais, personne me dit quoi que ce soit, je lui donne mes lunettes, ma canne, je dis: «Bah, fais ce que je fais». ouais. Oui, je trouve ça fou qu'il y ait quand même des gens qui osent
critiquer alors que... Mais Enfin, c'est pas tout le monde. Et puis après, je pense que oui, ces gens-là ils ont qui viennent, forcément... qui sont un peu dans la haine, finalement, bah, je leur en veux pas. Je pense que c'est eux qui sont dans un état plutôt de détresse par rapport à moi. Bien sûr. Oui, parce que toi, t'as la force d'assumer et de faire le show. Et puis, je suis bien dans ma vie. Ouais. Franchement, je suis heureux et c'est tout ce que je demande, hein. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Alan, je vais arriver au bout de l'épisode. Je veux te remercier Ah, parce c'est moi qui que te remercie, Chloé. je suis ravie d'avoir déjà pu te revoir et puis que tu puisses partager ton histoire. Merci beaucoup et je te souhaite le meilleur, plein de bonheur et J'espère te voir à la télé bientôt et ouais, que du bonheur. Bah, merci énormément à toi. Et puis, ça fait hyper plaisir de te revoir. Mm. Enfin, je me comprends quand je dis de te revoir, mais Oui, moi c'est aussi un quand je réflexe. l'ai dit, je me suis dit bon, mais quand même, on peut le dire. Mais trop bien. Et puis, c'est super ce que tu fais, tes podcasts. Fonce Merci. là-dedans. Et puis, t'es hyper à l'aise, c'est cool. Merci beaucoup, c'est gentil. Et puis, bah, bisous à tous ceux qui vont nous Allez, écouter. Et puis, prenez soin de vous. merci beaucoup, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.